Je dois dire que ça a été vraiment un séjour sur mesure, avec nos objectifs pédagogiques qui étaient de faire connaissance avec le système éducatif israélien, bien sûr, d'essayer de trouver des sources d'inspiration ici en Israël en rencontrant différents directeurs, et aussi mieux connaître la société israélienne. Eh bien, nous allons parler dans cette partie de cette heure d'actualité éducation et éducation juive, on va dire, avec deux invités. José Weisbrot, vous êtes la directrice fondatrice de l'école juive moderne. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venue dans notre studio. Merci également à Rachel Gary, qui est enseignante et qui est membre de l'équipe de l'Amorim United. On va essayer de parler de ce que c'est l'Amorim United, bien qu'on en ait parlé ici beaucoup à de multiples reprises sur les ondes de Radio Kalita. Vous êtes toutes les deux ici dans ce studio pour parler d'un séminaire qui s'est terminé il y a quelques jours ici en Israël, un séminaire d'une semaine avec les enseignants de votre école, José, de cette école juive moderne. Alors on va commencer par le commencement, essayer de nous expliquer, vous allez certainement y parvenir facilement, ce qu'est l'école juive moderne. Alors oui, le JM existe donc depuis 15 ans. Nous avons aujourd'hui 209 élèves. La volonté de ce projet à la création, c'était de créer un projet dans lequel toute famille qui souhaite une éducation juive y trouve un bon accueil, quelle que soit la pratique des parents. Donc on a un véritable pluralisme, un véritable vivre ensemble qui est possible à l'école avec ses différentes judéités. Et notre priorité, vraiment, c'est l'hébreu moderne. Donc le caractère propre se définit de manière très forte avec l'enseignement de l'hébreu moderne, donc cet attachement très fort aussi à Israël, d'où ce séminaire qui a eu lieu la semaine passée. Alors, quand on parle d'enseignement en hébreu, ça veut dire que les élèves qui sont dans l'école juive moderne, ils sont élèves à l'école juive moderne, ce sont des élèves qui, à l'issue de leur scolarité, parlent ivrite couramment ? Tout à fait. L'hébreu moderne est inscrit dans notre programmation de l'âge de 3 ans, donc jusqu'à l'âge de 11 ans, puisqu'aujourd'hui l'école va de la petite section de maternelle au CM2, et l'enseignement se fait donc en hébreu moderne avec toute une équipe israélienne. Le Chumash est enseigné également en hébreu, l'ensemble des fêtes juives, des dinim, tout est fait en hébreu moderne. Tout ce qui n'est pas, on va dire, étude générale, eh bien, c'est en hébreu. Exactement. Alors, il y a eu, dans le courant donc, de votre action, il y a eu un lien avec le programme l'Amorim United. Je voudrais que vous nous expliquiez, Rachel, comment le lien s'est fait avec l'école juive moderne ? Alors, l'Amorim United est une initiative du ministère de la Diaspora et de fonds français, donc pour soutenir et renforcer les communautés juives de diaspora. Nous, on s'occupe essentiellement donc, de la France et le volet pédagogique formel, donc l'enseignement formel. Et depuis 3 ans, on accompagne entre autres donc, le JM. On soutient 37 écoles aujourd'hui, mais c'est vrai que le JM est l'une des plus anciennes écoles que l'on soutient. Donc, du point de vue de l'enseignement du Kodesh et du point de vue de l'hébreu, tout en respectant, bien sûr, l'identité de l'école. Donc, José se tourne vers nous et nous, on essaye de répondre aux besoins de son équipe pédagogique. En organisant un programme comme dans le cadre de ce séminaire, qui est adapté, on va dire, aux professeurs et adapté également à l'enseignement que vous voulez offrir aux élèves. Tout à fait. En fait, ce séminaire a été vraiment organisé conjointement avec l'Organisation du sionisme mondial, le KKL, et l'Amorim United. L'Amorim étant vraiment les experts de la partie éducative, donc ils nous ont vraiment associés dans la préparation de ce projet, et je dois dire que ça a été vraiment un séjour sur mesure, avec nos objectifs pédagogiques qui étaient de faire connaissance avec le système éducatif israélien, bien sûr, d'essayer de trouver des sources d'inspiration ici en Israël en rencontrant différents directeurs, et aussi mieux connaître la société israélienne, ses avancées, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan de l'amour de la terre, parce qu'on a eu aussi l'occasion de rencontrer un jardin communautaire, et chaque rencontre a été vraiment très inspirante. Alors, vous avez parlé d'école juive moderne comme une école pluraliste.
vous parlez du système éducatif israélien et on peut dire que d'une certaine manière, le système éducatif israélien, c'est pas vraiment en matière de pluralisme, c'est pas tout à fait ça, puisqu'il est extrêmement cloisonné, ce système éducatif. Alors comment on fait le lien justement, comment on essaye de tirer des enseignements d'un système qui est véritablement cloisonné, que l'on fait, dont on lui reproche, à qui on reproche d'être extrêmement cloisonné. Il y a le système général, c'est-à-dire le Mamlarti Dati, le système indépendant, les Arabes, on va dire les 4 grandes tribus dont parlait le président Rivlin à l'époque, qui sont cloisonnées aussi au niveau éducatif. Quelles leçons vous pouvez tirer, quelles leçons vous avez tirées, vous et les enseignants qui ont participé à ce séminaire, de ces passages, de cette découverte du système éducatif israélien? Alors nous, déjà au niveau du système français, on a un système qui est quand même assez normatif, qui est centré avec des objectifs de résultats, des livrets d'évaluation qui sont des livrets de compétences. On a, si vous voulez, en France, un système qui est quand même assez normatif. Ici, en Israël, ce qu'on a pu voir, c'est un système éducatif qui donne une place très importante à l'éducation informelle. Donc sur ce plan-là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et le deuxième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est la partie éducative. C'est-à-dire que l'enfant est pris à part entière comme un individu et il y a une véritable transmission de valeurs très très forte. Alors que ce soit à l'école Ephrati qu'on a visité, où justement il y avait une vision dans cet établissement qui était déclinée jusqu'au plus jeune enfant, où les valeurs sont très fortes, des valeurs de responsabilité, l'idée étant de responsabiliser les enfants et vraiment d'intégrer les enfants dans la société israélienne. C'est leur volonté. Donc on a vraiment été très très inspiré par le système éducatif israélien. Alors vous, Rachel, qui êtes ici en Israël en permanence, c'est dire justement ce paradoxe ou peut-être ce contraste entre le système éducatif israélien qui est souvent critiqué, on le sait, en Israël, il y avait des grèves pas plus tard qu'il y a quelques semaines en Israël, on a critiqué le système, on critique par exemple un des éléments incontournables du système qui fait que les écoles se terminent à midi, 1h, et que l'après-midi justement, bien, on laisse les enfants livrés à eux-mêmes. Est-ce que finalement, vous avez trouvé des sources, et vous avez trouvé que les participants, les enseignants participant à ce séminaire, José elle-même, vous avez trouvé qu'ils ont pu puiser des sources d'inspiration pour dans le système éducatif israélien? Alors quand on a choisi les écoles qu'on allait visiter, les pôles sur lesquels on allait atterrir pour inspirer toute cette équipe, on a eu à cœur justement de choisir des écoles très spécifiques, des écoles qui étaient ouvertes à tous. Donc même si elles se définissent comme Mamlarti Dati, par exemple, comme Bnei Aish et l'école du Rav Sachs, elles sont malgré tout ouvertes à tous. C'est-à-dire que c'est une école de quartier, c'est une école du village, et on accepte tous les élèves. Et justement, vous parliez de ces écoles qui terminent à midi et demi. À Bnei Aish, par exemple, à l'école Ephrati, ils ont des programmes d'excellence, donc d'anglais, des programmes pour enfants doués, qui sont à l'intérieur de l'école, organisés par l'école. Il y a des systèmes de bourses et de subventions, parce qu'on parle de parents qui viennent de milieux socioculturels pas aisés. Donc c'était important pour l'école, justement, de ne pas laisser ces enfants livrés à eux-mêmes à partir de midi et demi, 1h, et d'organiser quelque chose, une prise en charge au sein de l'école. Donc il y a une vraie volonté de l'école, justement, de trouver un moyen de contrebalancer tous ces petits soucis qu'on rencontre aujourd'hui dans le système éducatif israélien. Et je tiens quand même à dire que moi qui viens du monde du système français, que j'ai enseigné pendant des années à l'école en France, je suis dans ma tête très très française, et quand je suis arrivée ici, j'ai souffert donc du système pour mes propres enfants. Finalement, il y a du bon et du mauvais partout. Il y a du bon et du mauvais partout, mais est-ce que justement, peut-être on a vraiment essayé de montrer à l'équipe de José ce qu'on pouvait tirer de bon, sans cacher forcément le mauvais. Et j'ai toujours été honnête vis-à-vis de l'équipe de José. Voilà, n'oubliez ça pas que voilà, les activités extrascolaires sont payantes et sont très chères. Oui. Voilà, j'ai jamais été, je les ai pas bercés d'illusions. Mais il y a des initiatives et c'est important de les mettre en avant et c'est important, voilà, de les aider à se propulser. Là, la démarche, elle était faite en venant essayer d'apprendre, mais est-ce que peut-être que vous avez pu, au cours de votre voyage, de ce séminaire, peut-être aussi proposer des idées peut-être pour un système éducatif israélien ou pour peut-être une partie du système éducatif israélien ?
Je crois que la volonté en fait de ce séminaire, c'était à la fois de s'imprégner de ce qui se vit ici, mais aussi d'être dans une forme de processus de transformation. C'est-à-dire que l'équipe qui est arrivée ici, d'abord, n'avait pas forcément d'attente, donc était dans un dispositif où on a accueilli en fait tout ce qui était bon à prendre. Et l'idée, bien sûr, c'est que dès qu'on va rentrer, c'est de ces sources d'inspiration, essayer de transformer aussi nos pratiques à Paris. Alors l'exemple qu'on a eu par exemple à Ephrati, qui était très intéressant, c'est que les enfants, par exemple, en fin de Kitabet, sont évalués sur le plan national, et on a des groupes HPI, des groupes d'enfants au potentiel, qui sont aussi stimulés. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressés parce qu'on a tendance en France à travailler beaucoup avec les enfants en difficulté, à mettre en place de la remédiation, à avoir ce souci de différenciation pour les enfants qui en ont le plus besoin, mais on oublie aussi cette partie-là d'enfants qui ont besoin aussi d'être stimulés, d'être vraiment nourris, et on a eu justement la possibilité d'observer et de voir un dispositif dans lequel ces enfants-là faisaient de la programmation, du codage, de la robotique, et étaient complètement stimulés également. Alors, je voudrais avoir la réaction des participants. Il y avait une quinzaine de participants, d'enseignants donc, de l'école juive moderne. Comment ont-ils réagi ? Alors, les enseignants que... Et qu'est-ce qu'ils ont appris, on va dire, Bien sûr. ce passage ? Alors, d'abord, ce qui était intéressant, c'est que toute l'équipe d'enseignantes de l'école juive moderne était présente. Donc ça, c'est énorme d'avoir pu vraiment faire en sorte que chacun puisse dégager du temps. Ce sont des enseignantes qui ont 3, 4, 5 enfants. Elles se sont vraiment toutes organisées pour être présentes. Et donc ça, c'est extraordinaire qu'on ait pu rassembler tout le monde. C'est à la fois l'équipe d'enseignement juif, donc ce sont les enseignants d'hébreu, mais c'est aussi l'équipe d'enseignement général. Donc c'est aussi important d'avoir pu travailler ensemble et d'avoir pu réunir en fait ces 14 enseignantes. Je crois que ça a été pour beaucoup une meilleure connaissance d'Israël, parce que clairement, je pense que pour certaines, Israël est vécu différemment avec leur famille, avec leurs enfants ici, et quand elles ont vécu ce séminaire, elles ont mieux fait connaissance avec la création de l'État d'Israël. On a eu une journée, par exemple, dans le désert, en fait, où on a pu faire connaissance avec les archives de Ben Gurion, la vision de Ben Gurion, la maison de Ben Gurion. Donc ça nous a vraiment inscrit dans la création de cet État d'Israël, dans sa vision. Et donc souvent cette partie historique n'est pas maîtrisée ou connue par les enseignants. Donc ça a été un apport très très important, oui. Je lis dans le programme, le Rav Zaks, le Rav Yonatan Zaks et Chrono Livracha est presque omniprésent dans le programme. C'est un peu son enseignement, c'est une sorte de nuée de jours qui vous guide pour développer votre école à tous les... Alors en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la programmation, c'est que justement dans chacune des écoles qu'on a visitées, il y avait une pensée qui était derrière, que ce soit l'école Ephrati qui était vraiment impulsée par le Rav Karl Bar, et l'école du Rav Saks avec cette pensée derrière. Donc ça nous a beaucoup inspiré, et on s'est justement posé la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas justement à l'EJM qu'on ait justement une pensée ou un Rav qui nous porte peut-être, un courant qui nous porte dans notre création. C'est vrai que quand José nous a... Enfin, on est toujours en contact avec José, mais quand elle nous a parlé de ce projet, il y avait le mot vision qui revenait souvent. Et donc, voilà, on était 3 partenaires sur ce programme pour accompagner le JM. Donc, il y avait aussi l'OSM et le KKL. Et c'est vrai que donc, le mot qui revenait, notre fil conducteur, c'était vision. Il fallait qu'on trouve des visionnaires. Donc, on a essayé de trouver, donc, par divers biais, donc que ce soit par des écoles, même les jardins du KKL. Enfin, on est parti voir le parc Ariel Sharon. Pareil, c'était la vision. Qu'est-ce qu'on va faire d'une déchetterie à ciel ouvert ? Vous imaginez, enfin, transformer ça en parc, c'est enfin, faut être un peu fou quand même pour y penser. Et donc, à chaque fois, on a essayé de trouver des points de chute où il y avait une vision, où il y avait un visionnaire qui se cachait derrière. Et voilà. Et ça peut être l'un des défis de ces années, de ces prochaines années, d'essayer de trouver une voie peut-être qui définirait plus l'école juive moderne. Exactement. Et d'ailleurs, ça va être notre chantier de la rentrée. C'est ce qu'on a souhaité, c'était justement de redéfinir cette vision de manière très claire et d'arriver, comme on l'a vu par exemple à l'école Ephrati, à la décliner, à faire en sorte que les enfants se l'approprient de manière très forte. Et on l'a vu dans cette école, que ce soit vraiment dans les affichages, que ce soit au réfectoire, que ce soit dans les classes et dans les séances de langage.
il y avait une prise de conscience de la part des enfants de cette vision. Et je pense que c'est un grand défi d'arriver à faire en sorte que les enfants y arrivent. Tout à fait. Alors, par la suite, comment on développe des projets comme cela? Comment on essaye d'enrichir, on va dire, ce partenariat entre la Morim United et une école comme l'école juive moderne? Alors, nous, on accompagne plusieurs. On a 37 écoles sous notre giron. Donc, on les accompagne aussi bien en leur fournissant du matériel pédagogique. On les accompagne pendant le Covid. Moi, personnellement, j'ai accompagné une centaine d'enseignants donc à enseigner par Zoom, à utiliser des outils technologiques dans cette période qui était très, très, très anxiogène pour les enseignants, surtout de Kodesh. Il ne faut pas oublier qu'en France, les enseignants de Kodesh ne sont pas accompagnés par l'éducation nationale. Ils n'ont pas de soutien extérieur. Et c'est vrai que nous, on est là pour les renforcer, pour les accompagner, pour les sortir donc de cet isolement. Et on les accompagne quelle que soit leur identité. Donc, on est en contact avec eux. Ils nous parlent de leur projet et nous, on voit dans quelle mesure on peut y participer et on peut les accompagner. Une dernière question, peut-être. On a parlé des enseignants, on n'a pas parlé beaucoup des enfants. C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre, justement, dans la mesure où les enfants de l'école juive moderne sont bilingues, donc ils parlent l'ivrite, est-ce qu'il y a des contacts avec des enfants israéliens? Est-ce que par Zoom, aujourd'hui, justement, il y a une possibilité de développer un échange entre enfants israéliens et enfants français qui parlent l'ivrite? D'abord, Israël fait complètement partie de notre dispositif, puisque nos élèves de la Kita He, donc des CM2, viennent chaque année en Israël pour clôturer en fait leur scolarité à l'EJM. Ils passent également une semaine, donc nous étions ici avec nos CM2 au mois de mai, et vraiment, comme vous le dites, cette volonté avec la rencontre qu'on a eue, que ce soit l'école du Rav Saks ou celle d'Ephrati, c'est de créer un jumelage et de pouvoir échanger, bien sûr, de créer cet échange entre nos élèves et des élèves israéliens. Ça, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire, je crois. Bien sûr. Il y a cette possibilité dans le cadre... Bien sûr. On a des programmes de jumelage, donc, mais aussi bien avec des écoles en Israël, je tiens à dire, qu'avec d'autres écoles juives de diaspora. Donc on a des programmes de jumelage, par exemple, avec les écoles juives d'Amérique du Sud, avec les écoles juives d'Australie. C'est important pour nous que les écoles juives de diaspora aient cette prise de conscience qu'on est là et qu'on a besoin d'être forts ensemble pour renforcer nos communautés et l'identité juive de nos élèves. Eh bien, merci beaucoup José Weisbrot d'avoir été avec nous. Merci Rachel Gary d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc de ce beau projet, de ce développement donc d'un partenariat entre la Morim United et l'école juive moderne, un vieux partenariat qui se consolide après ce séminaire donc organisé ici en Israël pendant quelques jours avec des enseignants de l'école juive moderne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, merci.